Mesdames, Messieurs, bonjour. Recherche, innovation sur la basse vision, tour d'horizon en 45 minutes avec mes invités. Florence Darel, comédienne, Madame Geneviève Prévost, opticienne, mais aussi le docteur Serge Picot de l'INSERM, le docteur Gérard Duperron et Luc Licari, responsable de la communication pour Retina France, et Pascal Voilemain pour Essilor qui soutient la recherche et l'innovation. Alors, un petit tour d'horizon quand même rapide. Basse vision, ça ne veut pas dire aveugle. Et pour la majorité des cas, il s'agit de défauts se résumant au strabisme ou à un défaut de réfraction qui peuvent être corrigés par un orthoptiste ou un ophtalmologiste sans opération chirurgicale ni médicament. Il faut quand même savoir que 3 millions de Français sont concernés par les troubles de la vision, un chiffre augmentant tout naturellement avec le vieillissement de la population. 10% de nouveau-nés ont des problèmes visuels et près d'un jeune enfant âgé de moins de 6 ans sur 6 serait atteint d'une anomalie visuelle, soit environ 800 000 enfants. Le nombre de Français de plus de 75 ans sera de 30% de la population en 2050. Je vous laisse entrevoir l'importance non pas de ce marché, mais de la population qui a des besoins aujourd'hui qu'il vous revient, vous, opticiens, de satisfaire. Alors, commençons directement. Docteur Serge Picot, vous travaillez à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. La recherche avance? Oui, alors déjà, le constat a été fait que finalement, il existe très peu de dispositifs pour embarquer, en fait, pour les patients ayant une basse vision. Il y a des dispositifs disponibles pour les patients à domicile, mais donc l'idée était de créer des dispositifs qui puissent être embarqués et du coup rendre de l'autonomie à ces patients avec une basse vision. Donc de créer des systèmes qui puissent leur donner plus d'informations dans leur champ visuel pour qu'ils puissent retrouver de l'autonomie en extérieur. C'est en quelque sorte aussi un élément de rupture d'isolement. Oui, c'est ça, c'est leur redonner de l'autonomie, leur donner un système qui leur permette de retourner dans la ville et de reprendre leur vie sociale. Votre public majoritairement, c'est quoi? Quelle moyenne d'âge? Disons qu'il y a des maladies héréditaires qui vont conduire à une basse vision, mais sinon il y a beaucoup de maladies liées au vieillissement, on dit, et comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou le glaucome qui interviennent après 60 ans, 50 ans, 60 ans. Et donc ce sera des personnes relativement âgées, mais quand même maintenant qui pourront utiliser aussi toutes les nouveaux systèmes numériques qu'on pourrait mettre à leur disposition dans ces systèmes embarqués. Oui, parce qu'aujourd'hui, la recherche s'engage sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on peut, en tout cas, au-delà de ce que vous venez de nous déclarer, comme outil au quotidien, qu'est-ce qu'on peut imaginer? On peut imaginer justement, là on est dans un salon pour opticiens, des lunettes qui seraient portables, mais qui, dans le verre de la lunette, réintroduiraient des informations visuelles. Et actuellement, justement, il y a des dispositifs qui permettent ce type d'application. Et donc le constat a été fait justement qu'il faudrait s'associer avec des entreprises qui sont capables de mettre ces dispositifs à disposition, et puis un clinicien comme le professeur Sahel, qui lui a la connaissance des patients. De la Fondation Voir et Entendre. Voilà, donc qui puisse déjà contacter les patients pour véritablement identifier leurs besoins, donc de ne pas faire un dispositif tel que nous, voyants, pouvons le percevoir, mais plutôt tel que eux le conçoivent, et puis après le valider avec ces patients, et donc en collaboration avec une entreprise comme Essilor. Et alors, aujourd'hui, quels sont les freins à la recherche? Il y a des freins, sûrement. Alors, il y a toujours des freins, il y a déjà le frein financier, évidemment, mais on a la chance quand même que les gouvernements actuels s'engagent quand même pour créer des dispositifs pour les personnes handicapées, et donc qui ont soutenu des actions à travers, par exemple, le programme Descartes, pour soutenir cette recherche qui avait été engagée entre Essilor et le professeur Sahel. Et est-ce qu'on peut dire finalement que le vieillissement, qui pourrait sembler être une charge pour la société, est un objet qui nous amène à prendre en compte la fragilité, la vulnérabilité et donc la nécessité aujourd'hui d'apporter des réponses, alors qu'avant c'était peut-être une population plus active ou plus marginale. Aujourd'hui, elle est très, très importante, cette population.
Oui, elle est très importante. Et puis, c'est peut-être aussi un élément, un vecteur d'innovation Oui. qui va pousser à développer des dispositifs, mais qui peut-être un jour rentreront dans le quotidien de tout le monde, puisque finalement, des dispositifs qui amèneraient des informations de style numérique, bien, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui seraient très friands Bien sûr. de ce type de Bien dispositif. sûr. Et finalement, comme un peu la télécommande, le professeur Sahel cite souvent cet exemple, qui avait été fait pour les handicapés moteurs, est devenu un élément quotidien pour chacun de nous. Tout à fait. Et comme on sait également que les SMS ont été créés pour les personnes qui n'entendent pas, par exemple. Et Oui. aujourd'hui, la consommation de SMS, ce n'est même pas la peine de la chiffrer, on sait qu'elle est colossale. Merci beaucoup, merci. Docteur Gérard Duperron, vous êtes un des membres fondateurs de l'ARIBA. Qu'en est-il de la basse vision aujourd'hui en France? Oui, je vais vous parler surtout de la rééducation de basse vision, et pas uniquement du domaine de la basse vision. C'est un concept qui a énormément évolué depuis 20-25 ans, et c'est un concept qui intéresse énormément les membres de la société de l'ARIBA, qui est la société francophone de basse vision. En fait, tout a commencé dans les années 80-90, où là, les choses étaient assez simples. L'ophtalmologiste prescrivait la rééducation, l'orthoptiste rééduquait, développait de nouvelles stratégies de vision et l'opticien amenait de nouvelles aides optiques. Et donc on avait créé comme ça ce concept de ce qu'on appelait avant la vision résiduelle et qui est devenu la vision fonctionnelle. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de beaucoup changer parce qu'il y a un lien direct, toujours, entre la rééducation et les soins aux maladies cécitantes. Si je peux vous citer 2 exemples. En matière de dégénérescence maculaire, avant, on attendait que la vision se soit complètement effondrée puisqu'on ne pouvait rien faire. Et puis après, bien, on essayait d'apprendre aux patients à développer des points de suppléance, c'est-à-dire à regarder de travers. Aujourd'hui, les choses ont changé. Grâce aux injections intravitréennes de produits anti-VEGF, vous savez, les piqûres dans l'œil, on arrive à stabiliser la maladie, à l'arrêter et à la rendre chronique. Et on va donc rendre une vision aux patients soit satisfaisante, soit parfois nécessitant une prise en charge. Et on arrive dans cette chronicité de la maladie qui va nécessiter ce qu'on fait par exemple pour les diabétiques insulinés, c'est-à-dire l'évaluation, la rééducation, l'éducation thérapeutique et l'évaluation de la qualité de vie. Donc c'est un concept tout à fait différent. L'autre chose aussi qui évolue beaucoup en matière de rééducation basse vision, et c'est en lien avec les travaux que connaît très bien Serge Picot, c'est en lien avec la recherche fondamentale. Il y a 3 grands axes de recherche sur la cécité, la thérapie génique, les cellules souches, et puis les puces électroniques, la vision artificielle. Tout ça va certainement créer à partir, là on part à l'envers, on va partir de patients qui sont aveugles, à qui on va rendre des sensations lumineuses qu'on ne connaît pas bien. Et donc là, une des basses visions de demain, ça sera apprendre à évaluer, à connaître et à rééduquer ces sensations visuelles qui sont certainement proches de celles que connaissent les malvoyants actuels, mais un petit peu différentes. Voilà, donc un monde qui est en train d'évoluer alors qu'on aurait pu penser que peut-être ça allait stagner. Voilà. Alors, ce qui me semble intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est qu'on voit très clairement que, bien évidemment, vous êtes un pendant de la recherche dans tout ce que vous faites. Mais nous sommes face ici à un marché où les gens viennent s'équiper, viennent commander, viennent s'informer. Quelle est aujourd'hui la réalité d'un usager? Un usager qui se retrouverait dans une situation de malvoyance. Qui va-t-il rencontrer? Il va rencontrer naturellement l'ophtalmologiste, l'orthoptiste, l'opticien. Et alors, qui va lui donner la réponse qui lui fait défaut des fois? Alors là, j'espère que le message va passer, parce que la logique voudrait que dans un premier temps, ça soit celui qui l'a soigné qui lui annonce à la fois le possible et le pas possible dans le traitement, et puis la conduite à tenir. En fait, les ophtalmologistes sont souvent mal à l'aise avec ce sujet-là, et ont tellement d'autres choses à faire et peu de temps à consacrer aux patients, qu'ils ne le font pas très bien. Les orthoptistes, finalement, souvent, les patients ne les rencontrent pas, ou bien elles sont amenées à faire autre chose, parce qu'il faut bien dire aussi, et ça c'est vrai aussi pour les aides optiques, il faut bien dire que ce marché-là est mal coté, mal remboursé par la sécurité sociale. Ce qui fait qu'en bout de course, finalement, le patient arrive souvent dans le magasin d'opticien. Et là, il va rencontrer quelqu'un qui bien souvent va être le premier qui lui accorde du temps, de l'espace, et qui sait lui parler.
Et donc, je crois que... Qui en tout cas prend le temps de lui parler. Voilà, ça c'est essentiel, hein, c'est un petit peu ce qui se passe parfois. Mais et puis, Geneviève Prévost nous en parlera plus longuement, et puis souvent, certainement. Voilà, et puis souvent, les patients osent aussi parler à l'opticien, alors qu'ils n'osent pas parler à leur ophtalmo. Et donc, l'opticien a un rôle essentiel pour remettre le patient dans le circuit. Certes, il ne prendra pas le patient en charge tout seul, mais il va le remettre dans le circuit, notamment des 3 O, hein, le travail commun des ophtalmologistes, des orthoptistes et des opticiens. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Serge Picot, vous voulez peut-être rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on vient de dire? Je pense qu'en fait, ce que disait le professeur Duperron, c'est que par exemple, on va avoir de nouveaux patients avec une basse vision, c'est-à-dire qu'on va essayer de redonner de la vision à des patients aveugles. Et ça, c'est vrai que c'est un secteur très innovant que nous développons actuellement, qui est très soutenu par le gouvernement actuel, et où nous espérons, d'ici 2-3 ans, pouvoir passer à des essais cliniques avec des dispositifs encore plus prometteurs que les dispositifs actuels, pour que les patients arrivent à reconnaître des visages, retrouver une autonomie dans leurs déplacements, et puis même peut-être lire des textes complexes. Mais il va y avoir tout un travail d'éducation à faire. Alors, tout un travail de rééducation des patients, mais aussi des cliniciens qui devront apprendre à ces patients à revoir. Et je pense que là, tout le service du professeur Duperron va avoir beaucoup de travail parce que ce sont les experts dans le domaine. Donc, Vous êtes basé sur Nîmes, hein, c'est ça? Oui, le centre de rééducation dont parle Serge est effectivement associé au CHU de Nîmes, dont je dirige le service, et effectivement basé à 3 ou 4 km de ce CHU. Rapidement, et après je vais me tourner vers notre ambassadrice, Florence Darel. Aujourd'hui, un opticien, s'il a besoin d'une information, il peut se tourner vers vous, par exemple, messieurs... A priori, pas vers un chercheur, puisque nous, on est vraiment dans l'essai de trouver de nouvelles thérapies, et après de les transférer à des entreprises qui vont les amener en clinique vers le patient. Et dans ce cas-là, c'est des essais cliniques, donc c'est pas accessible à tout un chacun. Je comprends. Mais par contre, je pense que... Moi, je vais vous dire, oui, nos professions, c'est un secret pour personne, surtout pour ceux qui ont un peu mon âge, sont des professions très cloisonnées. Et donc, les patients pensent souvent qu'on travaille souvent main dans la main, alors que, bon, on collabore, mais parfois en se regardant un petit peu en chien de faïence. Or là, dans cette spécialité, on a créé un petit peu un lien qui s'appelle dans la basse vision, où là, on travaille vraiment main dans la main, qui a donné le concept des 3 O. Eh bien, moi, je dirais que maintenant, on va même plus loin. C'est peut-être, genre, je ne sais pas si on peut parler du concept des 4 O, en tout cas, le 4e, alors, je ne sais pas qu'est-ce que l'O pourrait signifier, mais c'est les patients. Les patients qui ne sont pas des cobayes pour nous, mais qui sont des collaborateurs et des conseils, presque des pilotes d'essai. Voilà, je ne sais pas si je m'exprime bien. Si des pionniers. Ce que je veux dire. Des pionniers. Ils font partie à part entière des équipes de recherche. Et je sais que ça, c'est un concept que j'ai un peu piqué au patron de Serge, au professeur Sahel. C'est vraiment quelque chose qu'il a amené de nouveau, où on considère le patient comme un vrai partenaire. Voilà. Eh bien, je vous remercie de me faire si facilement la transition. Florence Darel, vous avez accepté d'être ambassadrice de la basse vision et évidemment tout le monde vous en remercie. Qu'est-ce que vous avez découvert? Parce que finalement, ce qui se passe sur cet espace de basse vision qui se situe dans le hall 5, c'est qu'avec des lunettes de simulation, vous découvrez ce que veut dire la basse vision. Et évidemment, vous avez certainement été un peu désappointé, voire dérouté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est très troublant, c'est qu'au départ, c'est comme un jeu. Et on se dit, bah, finalement, je vois quand même un peu. Et puis, au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, on se rend compte à quel point c'est fatigant. À quel point il faut tout adapter sans arrêt. Il faut mobiliser tous ses sens tout le temps. Et à quel point, même avec tous les appareils que j'ai testés, c'est quand même un effort. Et je me suis rendu compte, par exemple, du fait que certainement, dans la vie courante, tous ces gens qui doivent faire ces efforts, et on ne les voit pas toujours, ces efforts, puisque les malvoyants, on les repère pas toujours. C'est pas évident, comme quelqu'un qui est en fauteuil roulant ou quelqu'un qui a du mal à marcher. Je pense que du coup, les autres
on n'est pas conscient de tous les efforts qu'ils fournissent minute après minute, et qu'une journée normale pour nous, ça doit être une double journée pour eux. Nous sommes bien d'accord, et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'il y a ce fameux concept de personne en situation de handicap, c'est-à-dire quand l'environnement ne prend pas en compte la réalité de la personne, évidemment, elle est plus lourdement sanctionnée dans sa réalité, puisque rien n'est fait autour pour accompagner sa réalité. Donc on se sent isolé. Ah, on se sent beaucoup plus vulnérable. On se sent beaucoup plus vulnérable. Et j'imagine que toutes les réactions émotionnelles doivent être absolument amplifiées, qu'on doit être encore plus touché par ou la gentillesse ou l'agressivité des autres, et que la communication doit être primordiale. Et puis il y a aussi, même si vous l'avez fait dans une sorte d'expérimentation ludique, évidemment dans un environnement qui ne parle que de vision, au demeurant, ça n'est sûrement pas la même chose pour une personne dans son environnement familial et territorial, dans la mesure où il y a aussi peut-être, vous l'avez dit vous-même au départ, on s'adapte, comment dirais-je, on se débrouille. Donc il y a aussi cette crainte de devoir affirmer, afficher sa fragilité. Oui, et puis sans doute aussi de demander de l'aide, d'accepter la dépendance. Et j'imagine que l'enjeu primordial, c'est que les gens qui sont atteints par ces maladies doivent pouvoir sortir de l'isolement auquel les condamne petit à petit. Le repli, en tout cas. Oui. La progression de la maladie doit certainement... si elle n'est pas prise à temps, si ils ne sont pas aidés comme ils devraient l'être, si on ne leur propose pas des solutions, j'imagine que ça peut très vite aboutir à des situations de repli, d'isolement, je ne sais pas, conduisant à des dépressions peut-être. Tout à fait. Quand on voit l'étude de la Fondation de France qui précise sur l'isolement que c'est près d'un Français sur 1000 qui n'a pas plus de 3 conversations avec quelqu'un par an, on peut supposer que beaucoup sont en état de fragilité. Mais un chiffre qui vous a beaucoup interpellé, Florence Darel, c'est 800 000 enfants. Ce qui veut dire que là, si on suivait un peu ce que vous avez dit, on pourrait se dire que ce sont des personnes qui ont vécu, qui sont un peu par le vieillissement sur un autre temps de vie. Or, 800 000 enfants, ça veut dire 800 000 individus qui vont vouloir acquérir de l'éducation, de la culture, des actions diplômantes, et donc sans outils, quand on est atteint de malvoyance ou de basse vision, ça doit être naturellement un objet qui interpelle, qui fait réfléchir ou qui indigne. J'étais stupéfaite, et alors encore plus stupéfaite lorsque j'ai appris par le professeur Duperron que en fait il y avait un examen qui devait être fait aux enfants à 9 mois et qui n'est pas fait, il manque d'argent pour former les ophtalmos, ça prend trop longtemps. La consultation prend trop longtemps, 3/4 d'heure pour les ophtalmologistes. C'est pas rentable. Enfin, il y a une vision court terme, c'est le cas de le dire, au lieu du long terme qui, à mon avis, peut avoir des effets dramatiques. Nous sommes bien d'accord, et là aussi, en tout cas, c'est une situation que chacun doit prendre en compte et essayer de satisfaire au mieux au niveau où il se situe dans la chaîne d'action. Merci beaucoup Florence Darel, mais vous aurez l'occasion de rebondir si vous le souhaitez. Geneviève Prévost, justement, vous êtes opticienne, une opticienne engagée, très engagée sur le marché de la basse vision, je ne peux que vous en féliciter. Vous êtes très peu, non pas à être à ce point engagé, parce que là c'est vraiment un engagement, mais vous êtes très peu d'opticiens qui avaient la maîtrise, l'offre et, comment dirais-je, l'accompagnement expertisé. Malheureusement, oui. Nous sommes très peu. Alors que c'est pour moi un devoir, puisque opticien, notre premier travail, c'est de vendre de la vue. Donc la moindre des choses, c'est évidemment de prendre en charge les personnes dont la vue se détériore due à des pathologies. Donc c'est pour moi une question d'éthique. C'est dommage que beaucoup d'opticiens ne s'en occupent pas. D'autant plus que une grande majorité des malvoyants qu'ils vont rencontrer font partie de leur clientèle. Voilà, des clients fidèles, des clients qu'ils servent depuis de nombreuses années.
et donc qu'ils devraient pouvoir continuer à accompagner. Alors je vais tout de suite d'abord apporter une réponse à un opticien qui nous demande où est-ce qu'il y a des formations. Si vous êtes monsieur ou madame sur le salon du Silmo, sachez que ce dimanche et ce lundi, il y aura des formations, informations et sensibilisation à l'intention des opticiens. Donc vraiment, toutes les réponses sur le salon du Silmo et son espace basse vision. Geneviève Prévost, je reviens vers vous. Vous l'avez dit vous-même, c'est une, comment dirais-je, et d'ailleurs c'est le slogan de la basse vision, Tour d'horizon, faites votre métier pour tous. C'est une question de quoi? De savoir, d'expérience, puisqu'on voit bien cet opticien qui nous interroge, où est-ce qu'on se forme? Ça veut dire qu'à l'origine, dans la formation, il y a un déficit? Alors je pense qu'en effet, dans notre formation, dans notre cursus initial, il y a très très peu de formation à la basse vision. Il y a vraiment une très faible sensibilisation. Donc c'est un sujet que les opticiens connaissent mal. Du coup, c'est comme chaque fois qu'on connaît mal quelque chose, on est inquiet, on le fait. Et en fait, le deuxième point, c'est peut-être qu'un grand nombre d'opticiens, avec beaucoup de générosité, ont cherché à accompagner des clients qui avaient des problèmes de vue, mais sans formation à cette spécialité. Et du coup, ils n'ont pas eu de résultats. Et les clients non plus. Donc, ils se sont découragés, les clients se sont découragés. Éloignés, enfin... Et mauvaise rencontre. Voilà, oui. Tout à fait. Alors, ça veut dire en conséquence qu'il faut non seulement savoir apprécier, évaluer le déficit chez le patient, puisque on ne parlera ni d'un client ni d'un malade, mais d'un patient. Hein, on est bien d'accord sur la terminologie. Ça veut dire en conséquence qu'il faut ensuite pouvoir apporter des réponses. Ce n'est pas le tout de savoir déceler, il faut aussi savoir accompagner et donc satisfaire, adapter. Comment ça se passe en termes d'équipement? Parce que beaucoup de magasins d'optique sont parfois envahis de lunettes, mais pas d'outils, il n'y a pas de place. Alors où est-ce qu'on va mettre ça? Comment ça se passe? Si on a envie de prendre en charge des personnes malvoyantes, il faudra leur faire une petite place dans le magasin. Mais en effet, on a besoin C'est une grosse place? Non, ce n'est pas une grosse place. On peut tout à fait travailler en basse vision avec une petite place, puisque normalement tous les magasins aujourd'hui ont un espace de réfraction, donc où on peut déjà faire l'examen du malvoyant. Et ensuite, il faut une petite place pour y placer en effet le matériel nécessaire à présenter et à faire essayer aux clients. On pourrait imaginer d'une manière tout à fait idyllique même que les opticiens d'un même territoire se réunissent pour créer un espace qui pourrait centraliser tous les outils qu'ils n'arrivent pas à accueillir chez eux. La mutualisation, fédérer les ambitions, les outils, donc finalement réduire le coût. Oui, c'est possible. D'ailleurs, il y a eu des expériences de fait. C'est vrai que les malvoyants apprécient la proximité. Donc, ils aiment rester chez leur opticien et proche de leur domicile parce que comme ils se déplacent mal, ils apprécient vraiment la proximité. Et d'ailleurs, on voit bien que sur plein de sujets, que ce soit au niveau des soins dentaires, au niveau de la coiffure et autres, il y a de plus en plus de prestations à domicile. Peut-être qu'un jour, il y aura un accompagnement ophtalmologique à domicile. Alors, même si je sais que c'est un sujet sensible pour les opticiens. Beaucoup d'opticiens spécialisés basse vision ont l'habitude de se rendre soit au domicile, soit dans des maisons de retraite, soit même à l'hôpital pour faire un examen d'optique et proposer, faire essayer des systèmes. Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est fait auprès de l'éducation nationale? Parce qu'on peut considérer qu'un enfant ne lit pas très bien, mais c'est aussi peut-être parce qu'il ne voit pas très bien, mais on ne le sait pas, parce que, comme on le disait tout à l'heure, parfois, par manque de possibilité d'avoir un rendez-vous et aussi par des fois des choix économiques dans une famille, on hiérarchise et que c'est peut-être pas la priorité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait auprès de l'éducation nationale? Alors normalement il y a la visite scolaire, oui. Hein, donc la vision est tout de même mesurée. Si elle n'est pas mesurée à 9 mois, elle l'est au moins à 6 ans. Ensuite, si l'enfant a un problème de basse vision, il est pris en charge par ce qu'on appelle les structures S3AIS, qui sont des structures
à la fois pédagogique et médicale, composée par exemple pour la basse vision d'un ophtalmologiste, d'un ou d'une orthoptiste, et très souvent qui sont en référence avec un opticien. Donc l'enfant peut être accompagné tant pour ses soins que pour l'aider dans sa scolarité, donc avec des instituteurs ou des enseignants qui viennent en supplément et en secours. Et c'est vous qui venez aussi faire le lien entre le secteur associatif et l'usager, le patient ? Vous avez une connaissance, vous certainement, bien sûr, Geneviève, Oui. mais est-ce qu'il y a une connaissance de ce secteur qui peut accompagner le quotidien quand même ? En général, nous conseillons aux opticiens qui font de la basse vision d'être en relation bien évidemment étroite avec les associations, les grandes associations de basse vision, qui ont en général des points de relais autour de leur boutique. Et donc, il peut y avoir de vrais dialogues avec ces personnes-là, mais aussi on peut envoyer les malvoyants que nous recevons, parce que comme disait Gérard, on a très souvent la première porte d'entrée. Bien sûr. Parce que c'est plus facile de pousser la porte d'une boutique. Et donc, on va conseiller à nos clients de se mettre en rapport avec les associations, parce que c'est une autre forme d'accompagnement, en fait. À votre avis, et ce sera ma dernière question sur le métier de l'opticien, à votre avis, vous avez dit que c'était peut-être le fait de ne pas savoir qui a amené les uns et les autres éventuellement à être un peu réfractaires ou absents du marché. En termes d'économie, c'est un investissement que d'acquérir des outils pour accompagner la basse vision. Alors, bien sûr qu'il faut du matériel pour faire l'examen. Et ça peut être un frein. Moi, non. D'accord. Non, c'est ce que j'appelle un alibi. Oui. Parce que c'est le matériel de réfraction, souvent, il est déjà en boutique. Il faut un ou deux outils de plus, mais c'est vraiment dérisoire. Et en effet, il faut un tout petit peu plus de matériel, des aides visuelles diverses et variées pour proposer et faire essayer aux patients. Mais lorsque je regarde l'enveloppe nécessaire pour faire l'acquisition de ces matériels et en regard des lunettes qui sont sur les facings, du matériel qui équipe une boutique d'optique, c'est tout à fait... Ça se vaut. Ça se vaut. C'est bien inférieur. Donc, mesdames, messieurs les opticiens, je vous en prie, allez voir l'espace Basse Vision pour apprécier les outils techniques qui sont aujourd'hui proposés pour vous permettre d'apprécier ceux qui demain devront et auront certainement leur place chez vous. Luc Licari, vous êtes conscient des freins du secteur de l'optique. Vous êtes en charge de la communication de Retina France, n'est-ce pas, et donc, de fait, vous êtes en charge aussi d'apporter des informations aux usagers, mais aussi d'accompagner les professionnels de l'optique. Vous avez, avec Retina France, mis en place des solutions d'accompagnement pour les opticiens. Il y en a deux. Il y a les guides Retina et le groupement Retina Vision. Vous nous dites ce que c'est ? C'est assez simple, en fait. C'est parti d'un constat concernant les guides Retina, d'un constat simple qui a été exprimé tout à l'heure avec des mots pleins d'émotion par notre ambassadrice Florence Darel, c'est-à-dire qu'en fait, l'isolement et la recherche d'aide. On n'a pas toujours un frère, une sœur, un voisin, un ami pour aller à un rendez-vous de santé visuelle. Et ça, on s'en est rendu compte au quotidien à Retina avec des personnes qui nous appelaient en disant « Voilà, j'ai rendez-vous dans telle ville et je ne sais pas comment m'y rendre ». Donc on a, avec le soutien de plusieurs partenaires, mis en place un service qui s'appelle les guides Retina. Il suffit de téléphoner à l'association et de demander à être guidé tel ou tel jour pour aller à un rendez-vous de santé visuelle, pour être non seulement amené, attendu et ramené chez soi, le tout bénévolement. Alors on a bâti ça comment ? Sur la base du bénévolat. Ce sont des personnes le plus souvent bienvoyantes, retraitées ou pas, qui offrent 4, 5, 6 demi-journées par an. Donc nous avons un fichier de bénévoles conducteurs et nous les mettons en relation avec les personnes malvoyantes qui ont ces rendez-vous. Pour l'instant, on en est à plus de 300 personnes guidées
et on développe ce service. Alors, je continue dans mon interrogation. Je reviens à nouveau vers l'opticien. Quelqu'un qui téléphone à l'opticien et qui lui dit « J'aimerais venir chez vous, mais je ne peux pas, je suis en difficulté ». Est-ce à dire que l'opticien est avisé de ce service et il leur dit à ses usagers « Appelez Retina France » ? Absolument. La plupart des opticiens, ou du moins ceux qui lisent à la fois les campagnes que nous avons menées, que ce soit papier ou Internet, savent qu'ils peuvent faire appel au service Les Guides Retina. Nous avons fait ça aussi auprès des orthoptistes, nous avons fait ça auprès des ophtalmologistes et nous essayons donc de l'étendre à tout le territoire français progressivement pour que les 3 O, comme le disait le docteur Duperron, sachent parfaitement que Retina peut être le relais, parce qu'on souhaite quand même être le lien entre le malvoyant et le professionnel pour pouvoir guider en toute quiétude en utilisant des bénévoles qui sont des bénévoles certes que nous conseillons mais que nous contrôlons aussi, puisque après que les personnes aient été guidées, il y a un questionnaire de satisfaction que nous envoyons à la personne guidée mais aussi au conducteur pour savoir si tout s'est correctement déroulé. Je vous félicite de cette initiative. Donc ça, c'est avant tout une initiative à l'intention du bien-être des usagers. Maintenant, il y a donc l'autre versant qui est l'accompagnement des professionnels de l'optique. Pour l'accompagnement des professionnels de l'optique, l'association Retina France a donc une société qui s'appelle Vision et Recherche. Et sous l'impulsion donc de Jean-Jacques Fraissinet, elle a développé un groupement d'opticiens spécialisés en basse vision avec un jury qui est à même de contrôler si ces opticiens sont réellement investis dans le domaine de la basse vision, comme le disait Geneviève Préau, c'est-à-dire des opticiens qui ont au sein de leur structure un espace basse vision, une formation basse vision. Et donc le but là aussi, c'est de pouvoir aiguiller les personnes vers des opticiens qui ont démontré leur capacité, leur formation et leur envie d'être à l'écoute et de proposer des outils adaptés. C'est un complément, c'est-à-dire que ça ne vient pas en concurrence par rapport à des groupements d'opticiens qui eux-mêmes auraient un label. C'est un plus. Il faut prendre les opticiens Retina Vision comme un plus, comme je dirais une modalité de référence supérieure. C'est peut-être aussi tout simplement un partage d'expérience. Simplement aussi faire état de comment on y arrive, comment ça se passe. C'est parfois aussi démystifier. Exactement. Le but étant de faire en sorte que, à travers les partenariats que nous avons, notamment avec l'ARIBA, Association représentative des initiatives en basse vision, de pouvoir donc échanger avec ces professionnels qui ont démontré qu'ils étaient vraiment à la pointe de tout ce qui se fait pour les malvoyants dans le domaine de la basse vision, tout simplement pour servir au mieux les malvoyants. Parce qu'il y a de grands espoirs. Le docteur Serge Picot tout à l'heure a parlé bien évidemment des implants rétiniens. Nous avons de nombreux appels à Retina. Il y a un espoir formidable à ce niveau-là. Mais nous sommes bien obligés de proposer aux patients des solutions leur permettant de mieux vivre au quotidien. Et c'est l'union de toutes les compétences qui permet aujourd'hui d'accepter un quotidien qui n'est pas facile. Ça a bien été explicité tout à l'heure par Florence Darel. Le vivre une heure, c'est déjà très difficile. Je l'ai vu, nous en avons parlé. Elle était déjà assez fatiguée d'avoir vécu ces lunettes de simulation. Quand on doit le vivre 24 heures sur 24, parce que même les nuits sont difficiles, les malvoyants nous disent que les nuits sont difficiles, se repérer entre le jour et la nuit, notamment lorsqu'on voit particulièrement mal ou qu'on est dans la pénombre pour les malvoyants, la nuit est quelquefois plus angoissante que le jour. Donc l'union de toutes les compétences, si elle permet de solutionner déjà le quotidien, pour nous c'est une première victoire. Ça fait combien d'années, Luc Licari, vous êtes investi sur ce chantier, sur cette situation? En termes d'investissement, Retina France, c'est depuis donc 1984. Donc 30 ans. Voilà. En 1989, Jean-Jacques Fraissinet a décidé de mettre à juste titre l'accent sur la recherche médicale en ophtalmologie. Et dans la foulée, on a étendu ce travail à toutes les maladies de la rétine en ajoutant
la vie au quotidien à travers les guides Retina, à travers le service Retina Info qui permet aussi aux gens de savoir quelles sont les possibilités, ne serait-ce que pour une mutation. Ces derniers temps, on est en train d'essayer d'aider un professeur parce que l'éducation nationale met un petit peu trop de temps, pour être aimable, à le muter dans un collège à côté de chez lui et on l'oblige, alors qu'il a une vision déplorable, à faire 80 km aller-retour chaque jour. Là aussi, il y a du travail. En tout cas, ce que j'entends, et vraiment nous n'avons affaire ici qu'à des chercheurs, des explorateurs, et je m'en félicite et je vous félicite car on voit bien que la recherche scientifique se bat pour avancer, que comment dirais-je, les accompagnants, la médecine, on peut dire, se bat pour avancer. Les opticiens de terrain se battent pour avancer, le secteur associatif se bat pour avancer. On me pose une question qui a disparu de l'écran, mais je pense qu'on va me la remettre parce que je n'ai pas une mémoire suffisante pour l'avoir retenue, d'autant qu'elle est très technique et je n'y connais rien. Voilà. Charlie qui est en Normandie, donc vous voyez comme quoi on est très suivi. La question est, quels sont les effets iatrogènes sur la rétine des traitements HTA chez la femme? Qui veut répondre? J'ai peur d'être la cible de la réponse. Je suis désolé Charlie, hein, on est un tout petit peu hors sujet. Et si on voulait se lancer là-dedans, c'est un petit peu compliqué. Alors je vais répondre par l'inverse. La question, c'est plutôt quel est l'effet de l'hypertension sur la rétine si on ne la traite pas. Et ça peut être. Dit comme ça, je comprends mieux. Voilà, je la comprends. Enfin, oui. La question, c'est pas ça. Hein, donc je ne vais pas répondre. Mais effectivement, l'hypertension artérielle non traitée peut avoir des conséquences dramatiques sur la rétine, notamment sur le système vasculaire, hein, avec des occlusions de l'artère centrale, des thromboses veineuses et bien d'autres complications, des œdèmes sur la rétine. Donc il est important de traiter. Ensuite, il y a plusieurs traitements anti-hypertenseurs, parce qu'il y a marqué traitement HTA, je pense qu'il parle des traitements anti-hypertenseurs, qui sont divers et variés, qui peuvent parfois avoir des effets secondaires, mais ça, c'est pas très très important. Ce qui est important, c'est de traiter, oui. Ne pas traiter une hypertension artérielle. Souvent d'ailleurs, on découvre des hypertensions artérielles mal connues par l'apparition inaugurale de complications rétiniennes et de baisse d'acuité visuelle. Je vous remercie et j'espère que Charlie trouvera la réponse à la hauteur de son attente et de sa question. Florence Darel, j'ai l'impression que vous avez envie de dire quelque chose. Oui, je veux faire la mouche du coche. J'ai appris très récemment donc que un des facteurs les plus importants d'aggravation de toutes ces maladies, c'est la cigarette. Et apparemment, c'est pas à la mode de le dire. Donc, je voulais demander leur avis à ces deux professeurs émérites. Et je voulais savoir pourquoi on n'en parle pas et alerter les gens qui fument, qui se sentent toujours immortels et qui pensent toujours au cancer du poumon, mais certainement pas à la perte de la vue. Merci. Cette question ô combien actuelle, puisque Marisol Touraine, ministre de la Santé, souhaite interdire de fumer dans les voitures si on a des enfants de moins de 12 ans. Donc déjà, on a une génération peut-être qui va être préservée. Messieurs, qui veut répondre ? Alors, je vais commencer. Un exemple, on a plein de choses dont on vient de parler. D'ailleurs, ça répond aussi à la question de Charlie. Hein, vous savez que le tabac est un grand facteur d'hypertension artérielle. Un exemple, vous connaissez tous la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il y a eu 3 grandes études épidémiologiques faites au début des années 2000, en France, au Japon et aux États-Unis, sur plusieurs milliers de personnes, de façon à essayer de débusquer les causes de la DMLA. Alors on avait pensé à des tas de trucs qui n'ont pas été prouvés mais qui sont très suspectés, hein, notamment la lumière blanche, bleue, les ultraviolets, etc. Le mode de vie, la sédentarité, l'obésité. La seule chose que ces 3 études ont pu prouver de façon certaine, c'est que le tabac, prise régulière de tabac, augmente de 25%, disons, le risque d'apparition et de complications d'une DMLA, notamment de passage à une DMLA, vous savez, dans cette forme humide qui fait la gravité de cette maladie. Voilà, un petit exemple. Eh bien, ça peut être bien pire que ça, mais rien que ça, déjà, ça doit alerter. C'est peut-être une chose qu'il faudra aussi, d'ailleurs, dans les magasins d'optique, de rappeler justement à ces usagers qui veulent avoir de jolies lunettes, mais il est si simple aussi de ne pas avoir de cigarette. Vous vouliez dire quelque chose, professeur ? Je voulais juste dire qu'effectivement, en fait, la cigarette diminue les défenses contre ce qu'on appelle le stress oxydant, c'est-à-dire par exemple la lumière. Et en fait, quand on fume,
on va en fait abaisser toutes ces défenses et du coup augmenter le risque quand on va au soleil, par exemple, d'affecter nos cellules. La sensibilité, mais pas que la sensibilité. On va rendre les cellules plus perméables. Non, plus sensibles à une toxicité de la lumière. Merci. Alors, évidemment, recherche-innovation ne peut pas se passer, on l'a déjà dit tout à l'heure, d'accompagnement financier et aussi d'une volonté quand même qui dépasse l'argent, mais aussi une volonté de trouver, d'accompagner, d'encourager. Pascal Voilemain, vous travaillez pour Essilor et Essilor est très impliqué dans l'innovation et dans la recherche et il a en tout cas créé il y a quelques années un centre de recherche et de développement en basse vision. Comment se traduisent ou vont se traduire ces innovations dans le quotidien des personnes malvoyantes ? C'est vrai que chez Essilor, le patient se doit d'être au cœur de l'innovation afin que l'innovation apporte un réel plus. En effet, nous avons créé ce centre d'expertise basse vision au sein de l'Institut de la Vision, dans lequel nous recevons des malvoyants avec 2 buts principaux. Le premier est de mieux comprendre leur vision afin d'améliorer leur prise en charge et également de mieux comprendre leurs attentes vis-à-vis du matériel et de pouvoir leur offrir le meilleur matériel. C'est une chose d'ailleurs un peu nouvelle depuis quelques années qui est qu'on ne part pas d'un handicap ou d'une fragilité et on essaie de la régler, mais on part vraiment de celui qui au quotidien vit cette réalité. On part de l'usager de plus en plus quand même. On remonte après. J'allais vous dire, c'est quand même le minimum. Je vous l'accorde, mais c'est pas si vieux que ça. Absolument. Notre but, il est simple. Et notre but à tous, si j'ose dire, je me permets de parler à la place des autres, mais c'est d'améliorer la vue pour améliorer la vie. Je pense que tout le monde hoche la tête, donc tout le monde est d'accord. Et pas forcément la vie de la seule personne qui est atteinte, mais c'est aussi tout son entourage. Absolument. Donc il est fondamental pour la personne, et en l'occurrence pour la personne malvoyante, d'avoir un appareil qui lui correspond, qui soit accessible pour lui, tant au niveau du prix, mais aussi également de l'utilisation. Et c'est vrai que c'est une demande qui est souvent répétée par les personnes malvoyantes. Offrez-nous des appareils qui soient personnalisables, spécifiques pour nous, et dont on puisse utiliser facilement. Donc c'est ce qu'on... Et qui soit certainement aussi facile à déplacer parce que quand on part en vacances, et en plus, tout à l'heure on parlait de public vieillissant majoritairement bénéficiaire de ces aides, il est évident qu'il est la première clientèle de tourisme, donc il se déplace. Absolument. Donc ça veut dire qu'il faut prévoir en recherche et en innovation de la légèreté, de la facilité d'usage. Alors il est toujours difficile de parler de recherche et d'innovation, mais bon, je crois que Cher Picot a fait quelques allusions. Mais il est certain que les futures innovations viendront forcément dans le déplacement, dans la mobilité, j'allais dire dans l'autonomie de la personne, puisque c'est bien ce qui est recherché. Alors c'est vrai que pour l'instant, nous travaillons essentiellement sur tout ce qui est protocole de test, protocole de prise en charge, puisque ça, il y a une réelle demande de la part des professionnels. Oui. Gérard Duperron parlait des 3 O, oui. Comment mieux prendre en charge, comment améliorer ces tests de vision. D'un point de vue innovation, c'est vrai qu'on a pu le voir dès la fin de l'année dernière, c'est maintenant d'inclure les tests au sein des appareils afin de pouvoir améliorer cette prise en charge, personnaliser l'appareil et surtout faciliter l'utilisation. C'est même pas faciliter l'utilisation, c'est offrir l'utilisation la plus simple possible en fonction de la personne. La meilleure réponse voilà. à la demande. Voilà. Mesdames, messieurs, je suis obligé évidemment de vous remercier. Nous avons un temps très court. C'était un tour d'horizon en 45 minutes. Je sens que Florence Darel veut nous dire au revoir. Non, je voulais vous dire simplement quelque chose. Moi, je découvre la basse vision. Et moi, je voulais parler aux opticiens. J'ai la chance d'avoir de très bons yeux. Donc, je ne vais chez les opticiens que pour m'acheter des lunettes de soleil. Mais comme tout le monde, j'ai des gens autour de moi qui vieillissent, qui vont être atteints par des problèmes oculaires. Et si, chez un opticien, je voyais un rayon basse vision, j'emmènerais la personne qui serait atteinte et qui ferait partie de mon cercle
chez cet opticien-là. En tout cas, vous sauriez que ça existe. Et je saurais que ça existe, et non seulement ça, mais je pense que ça peut être un vrai plus pour attirer une autre clientèle chez les opticiens, puisque on est dans un pays où le capitalisme règne, où le profit règne, et je pense que si on n'intéresse pas aussi les opticiens en leur disant que ça peut leur ramener toute une sorte de clientèle et une fidélisation de leur clientèle, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait que l'altruisme dans la vie. D'autant plus que nous avons un pays qui peut s'honorer de liberté, égalité, fraternité. La fraternité conduit à l'égalité, l'égalité à la liberté. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas qu'il y a un espace consacré à la basse vision au Salon du Silmo. Silmo que nous remercions infiniment pour son accueil, sa bienveillance, sa générosité et sa constance dans sa volonté que la basse vision ne soit pas traitée à la marge, mais soit réellement traitée à égalité pour tous et pour chacun. En ce qui nous concerne, nous vous souhaitons une excellente fin de journée, un très bon salon et à très bientôt.